Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le premier épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Andrion, qui est ingénieur du son. Bonjour Alexandre, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter afin que les auditeurs sachent qui se cache derrière cette voix ? Alors, je suis donc Alexandre Andrion, je suis chef opérateur pour la prise de son sur les plateaux de cinéma ou de télévision pour des documentaires, des courts-métrages, des choses comme ça, depuis environ 13 ans. Voilà. Est-ce que tu peux nous vulgariser ton métier ? Alors, mon métier, c'est assez simple. Il y a un projet de tournage. Je vais en prendre connaissance, essayer de déterminer quels sont les moyens techniques et humains dont on aura besoin pour bien enregistrer le son au moment du tournage de ce film ou de ce projet en général. Ça peut être, je dis film, mais en fait ça peut être un documentaire, voilà. Et puis, et ensuite, une fois que j'ai déterminé ces moyens et qu'on les a acceptés, eh bien, il s'agit de le mettre en œuvre et donc de le faire pendant que ça se tourne. Moi, j'interviens quasiment seulement pendant la phase de tournage. Il peut m'arriver d'avoir des entretiens avec les gens de ce qu'on appelle la post-production, donc qui viennent après la production. Que ce soit un monteur son ou un mixeur. On peut discuter, on peut éventuellement donner un avis, on peut aussi assister à ce qu'on appelle la détection. Alors je vais faire un petit résumé, mais grosso modo, quand on fait un tournage, quand on fait un film, on va d'abord le tourner, et puis ensuite on va faire le montage des images et du son. Et une fois que c'est fait, on va inviter à peu près tous les gens qui sont dans la chaîne du son de ce film, les monteurs de dialogue, les monteurs de bruitage, le bruiteur. Donc il y a un moment donné où on va tous se réunir ensemble pour regarder le montage du film tel qu'il est actuellement, sans les effets spéciaux, sans les lumières, sans voilà. Bon. Et puis on va tous discuter et on va se dire bon alors là il faudrait qu'on rajoute une ambiance de ci, il faut trouver un truc de ça. Là cette phrase elle n'a pas été très bien dite. L'acteur a par exemple je sais pas mal prononcé un mot ou il l'a prononcé un peu trop vite, on a un peu de mal à comprendre. Mais pourtant c'est ce plan-là qui intéresse le réalisateur. Alors peut-être qu'on peut trouver le même mot dans une autre prise qui était un peu moins bonne pour le réal, mais si ça se trouve juste ce mot-là, ça passe et on peut le prendre et le remplacer. Mais peut-être que ça vaut le coup de faire venir l'acteur pour réenregistrer la phrase exactement comme voilà, mais un peu mieux dit, tu vois. Des choses comme ça. Dans l'ensemble, on est quand même un petit peu suiviste. On suit un peu le mouvement de ce qui se passe et on essaie de faire au mieux avec ce que chacun nous donne. Le réal, les acteurs, la caméra qui bouge, la lumière, etc. Voilà. Pour toi, dans ce métier, quelles sont les compétences et les connaissances principales nécessaires ? Je dirais que il faut avoir des compétences un peu de psychologie, mais c'est pas des trucs très compliqués. Mais en fait, au son, on dépend du fait qu'il y a du silence. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir le moins de nuisances possible par rapport à la situation qu'on est en train de tourner. On a un problème, c'est qu'il n'y a pas de hors-champ sonore. Or, il y a un hors-champ de l'image. Si vous êtes au bord d'une rivière à filmer des acteurs en costume du XVIIe siècle, en train de batifoler, et que vous avez la route N63 qui est 20 mètres derrière vous, si l'image ne tourne pas la route n'existe pas. Au son, elle existera. Tu peux avoir d'autres problèmes qui sont des problèmes de montage. Imaginons par exemple que on va filmer un dialogue entre toi et moi, nous sommes l'un en face de l'autre, alors on va commencer peut-être par un plan où on va être tous les deux dans l'image, et puis ensuite on va essayer de se concentrer sur chacun d'entre nous, et on va faire ce qu'on appelle un champ contre champ. On pourrait se retrouver à avoir par exemple le bruit du frigo de la cuisine qui était en train de compresser pour refaire le froid pendant qu'on tournait sur toi.
Et puis quand on tourne sur moi, le frigo a fini de se refroidir, donc le compresseur s'est éteint, et on a notre dialogue, où quand on est sur toi, il y a bzzz en fond, et puis quand on est sur moi, il n'y a pas bzzz en fond. Et en fait, chaque fois qu'on va changer de plan, le fond sonore va bouger, et donc on va se rendre compte qu'on a changé de plan. Et pour le spectateur, c'est le son qui va créer l'unité de la séquence. Puisque la séquence, elle est découpée à l'image, qu'est-ce qui fait penser au spectateur que tout ça se passe dans un temps continu? D'abord, c'est la continuité des dialogues, la continuité des effets de lumière, des directions de lumière, des choses comme ça, mais aussi la continuité du son. Et si le son est discontinu, et que cette discontinuité, elle est en plus pile poil au même moment que le changement de plan, en fait, ça va dénoncer tout le truc. Donc on a besoin de ce silence, en fait. Et ce silence, on ne peut l'avoir que si tout le monde le fait, le silence. Or, tous les autres corps de métier, sur un plateau, travaillent pour l'image. Le maquillage, c'est pour l'image. Les décors, c'est pour l'image. Le costume, c'est pour l'image. La coiffure, c'est pour l'image. La lumière, c'est pour l'image. Le cadre et la caméra, n'en parlons pas. Et en fait, on est les seuls à bosser pour le son. Et donc, on a besoin que tout le monde nous aide. De temps en temps, il faut faire la police. Et de temps en temps, il faut draguer les gens un peu. Et alors là, je parle que de ce problème de silence, mais il y a plein d'autres petites choses dont nous, on a besoin. Du temps pour équiper quelque chose. Équiper, ça veut dire placer un micro quelque part, grosso modo, ou régler un problème technique. Une lumière qui vient nous empêcher vraiment d'être le micro au bon endroit pour avoir la bonne sensation d'acoustique par rapport à la largeur de l'image, la largeur du cadre, la valeur, comme on dit. Une valeur, ça va être très gros plan, plan épaule, plan taille, plan américain, plan large, plan en pied, etc. Tu vois, c'est ça les valeurs. Voilà. Et donc en fait, plus ton plan est large, plus tu peux te permettre d'avoir un son qui incorpore l'acoustique de l'endroit dans lequel tu es, puisque comme on voit large, il est normal qu'on entende large, avec quelques limites quand même. On va essayer de limiter ça. Et plus on est serré, plus il faut qu'on soit proche de la personne. Et aussi parce que instinctivement, les acteurs, quand ils sont proches de la caméra ou quand ils sont proches de l'acteur auquel ils parlent, ils vont avoir tendance à parler plus doucement. Donc quand la caméra est large, ils parlent un peu plus fort parce que ils ont plus de place autour d'eux. Donc voilà. Et puis quand la caméra se rapproche, ils vont parler un peu plus doucement. Donc, ça c'est un truc auquel il faut qu'on fasse attention aussi. Attention parce que tout à l'heure tu parlais vraiment plus fort. Et d'un coup, quand on va passer sur le plan serré, ça va faire un peu bizarre si tu parles si doucement. Tu vois ? Parfois, les acteurs, ils perdent un peu de leur énergie aussi. Parce qu'ils ont fait les répétitions, ils ont fait 4 fois le large, ils ont fait 4 fois le plan moyen. Et puis maintenant, on passe au serré, et puis ils commencent à être un peu fatigués. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et en même temps, il faut les dire au bon moment. Et les bons moments, ils ne sont pas nombreux. Il faut les dire à la bonne personne. Et ça, c'est toujours parfois un peu touchy. Est-ce qu'une remarque qui concerne le jeu, il faut la dire au réal, à l'acteur ? Ouais, mais le réal, il est occupé, là. Il est sur un autre coup. Il est sur alors, tu vas voir l'acteur directement ? Mais si tu vas voir l'acteur directement, est-ce que le réal va pas se dire « Oh là là, mais c'est un gesson, il est en train de faire des trucs dans mon dos. Attends, c'est pas ma décision, tu vois, il m'en a pas parlé. » Enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc être un bon communicant, c'est un peu une des principales compétences de ton métier, tu dirais. Ouais. Tu vois un exemple tout bête qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. On fait une séquence, on a tourné plein de valeurs différentes, et puis à un moment donné, pendant une prise, l'acteur, il y a un mot qui dit pas bien, on ne comprend pas le mot, mais tout le reste du plan est très bien, et je sais que c'est ce genre de valeur-là qui va être le plus utilisé dans le montage. Donc je vais voir la script pour lui dire attention, tout est bien dans ce plan, sauf ce passage-là. Il faudra peut-être prendre sur une autre prise du même plan ou sur une autre valeur. Et l'acteur entend que je parle de son élocution à la script. En fait, il se fâche. Parce qu'il me dit, mais c'est à moi que tu dois venir dire s'il y a un problème avec le texte. Ou si... Alors qu'en fait, il n'y a pas de problème avec le texte. Sa phrase, il l'a dite très bien 15 fois. Il y a une fois où il fait une petite erreur, ça arrive à tout le monde. Je sais très bien qu'il ne va pas refaire la même erreur à la prochaine prise s'il y a une prochaine prise. Mais comme justement, j'ai peur qu'on se dise
cette prise-là, elle est bonne de bout en bout, on passe à autre chose, je vais signaler qu'il y a un problème et que ce serait bien d'en faire une où on a tout, ou alors qu'on soit conscient du fait que ce mot-là, ce passage-là, cette phrase-là, peut-être qu'il faut la prendre dans un autre plan et que donc il y aura un montage. On sera obligé de faire une coupe à l'image et que donc ça n'est pas le même effet que si on voulait garder ça en plan séquence pour ce moment-là. Donc tout ça, il faut avoir aussi un peu des notions de montage, des notions de... essayer d'imaginer, quand on n'a pas la réponse a priori, ce qui est possible au montage, ce que le réalisateur peut vouloir faire, sur quoi il va mettre ses priorités, sachant qu'on peut aussi se tromper, donc il faut aussi prévoir le coup d'à côté, si on peut. Et en fait, finalement, la responsabilité principale, c'est de dire à des gens, mets ton micro là, de s'assurer que ça arrive jusqu'à ton enregistreur, que ça soit enregistré au bon niveau, c'est-à-dire ni trop fort, ni trop faible, pas que ça sature, faut pas que ça soit dans le bruit de fond, le qu'on entend quand on monte le son trop fort, tu vois. Voilà. Ça, normalement, c'est la responsabilité principale de l'ingénieur du son, sauf qu'en fait, c'est pas ça le métier. Enfin, c'est aussi ça le métier, parce qu'au final, les gens vont quand même utiliser ce que tu as enregistré pour diffuser ensuite le truc. Mais tout ça, ce petit truc-là, mets ton micro là, et puis on enregistre au bon niveau, c'est conditionné par tout un tas d'exemples que je viens de te donner, et qui sont justement ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est à l'aise sur un plateau, qui a de l'expérience, qui sait à peu près à quoi il faut faire gaffe, et les moments où tu peux lâcher un truc parce que c'est pas si grave, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux pas non plus réagir sur tous les problèmes. Parce que si tu réagis sur tous les problèmes, en fait, il y a tout le temps un petit problème. Et en fait, tu vas commencer à devenir le mec qui fait chier tout le monde, à toujours vouloir refaire un truc, parce qu'il y a toujours un pet de travers, quoi, tu vois. Voilà, donc il y a aussi un petit truc comme ça où, malgré tout, il y a une journée à rentrer, il y a un nombre de plans dans la séquence, il y a un nombre de séquences dans la journée à rentrer, faut pas trop... voilà. Et donc si tu commences à être parfois un petit peu trop interventionniste, tu fais prendre du retard à tout le monde. Du coup, pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma, et plus particulièrement le domaine du son ? Moi, j'étais un élève qui était plutôt bon à peu près tout. Pas forcément, j'avais quelques faiblesses par-ci par-là, mais dans l'ensemble, ça passait, donc je pouvais faire un peu ce qui m'intéressait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la biologie. Donc j'ai fait d'abord des études de biologie, jusqu'en licence. Et puis, parallèlement, j'ai fait un tout petit diplôme d'anglais en même temps. Ça s'appelait un DULAP, c'était un diplôme universitaire de langue anglaise pratique, je crois. Bref. Un jour, je me retrouve au restaurant avec un copain et il avait amené une copine à lui, dont j'ai totalement oublié le nom. Et elle venait de finir une école d'audiovisuel. Et donc, elle raconte un peu le truc, et puis moi, je sais pas pourquoi, ça m'interpelle, et je commence à lui poser des questions sur cette école, et comment ça se passe, et comment on fait pour rentrer. Et je crois que ce soir-là, j'ai décidé que j'allais tenter une reconversion. Et donc, j'ai passé ce concours, je l'ai eu, je suis rentré là-dedans, et comme tout le monde, je pensais que j'allais être réalisateur ou chef opérateur de l'image. Plutôt réal. Voilà, parce que j'avais envie de raconter des histoires que j'avais en tête, ou de raconter des histoires qui existaient déjà, mais les raconter à ma façon, on va dire. Et puis, il y a deux événements qui se sont passés. Le premier était que je me suis rendu compte qu'être réalisateur, il faut une ténacité et une capacité d'emport des gens avec soi qui est phénoménale. Il faut arriver à motiver des gens à te suivre dans ton idée, même quand ils n'ont plus envie, même quand ils sont fatigués, même quand toi t'es fatigué, même quand toi t'as plus envie. Et ça, j'avais pas ça en moi. Et quand je l'ai compris, je me suis dit, merde, comment on fait ? Le deuxième truc, c'est que faire un film, ça coûte très cher.
Effectivement, ça mobilise pas mal de gens, donc il faut trouver des gens, le plus possible des gens talentueux. Et en fait, je crois que j'avais un petit côté un peu solitaire, un petit côté... voilà. Et faire ce travail d'aller chercher des gens et les embarquer avec moi, en me disant peut-être qu'on trouvera les moyens de faire ce que je veux faire ensemble, les moyens aussi financiers bien sûr, et ça me semblait très compliqué en fait. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à faire un peu de musique avec des copains, et du coup je me suis dit mais la musique c'est super, et puis le son en fait il suffit juste d'avoir un micro, un casque, un petit enregistreur, et puis on peut se balader, on peut faire des trucs, on peut interviewer des gens, on peut enregistrer des instruments de musique, on peut faire du montage chez soi ensuite tout seul tranquillou dans son coin. On a besoin d'un peu de matos bien sûr, mais beaucoup moins que pour faire un film, et puis on peut le faire tout seul la plupart du temps. Et ça me plaisait bien. Donc du coup, voilà. J'ai commencé à me dire, finalement le son c'est peut-être pas mal. On rajoute à ça le fait que j'avais un ou deux profs qui étaient très différents l'un de l'autre, mais qui étaient très chouettes. Qui m'ont donné envie. Et donc ça s'est retrouvé comme ça, à faire du son dans l'école. Puisqu'en fait on commençait par un tronc commun et puis on se spécialisait après 2 ans. On faisait 2 ans de tronc commun, on se spécialisait la dernière année. Justement, c'est ma prochaine question. Quel cursus as-tu suivi et qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui voudrait se lancer dans ce métier ? Moi j'ai fait une école qui s'appelle l'ESSAV, qui maintenant s'appelle l'ENSAV. Donc c'est l'École nationale supérieure d'audiovisuel, ça se situe à Toulouse. Et à l'époque, on rentrait sur concours, il fallait au moins un bac+1, donc bon, ça j'avais. Et on sortait avec un bac+4, c'est-à-dire avec une maîtrise en sciences de la communication, du coup, de l'information et de la communication. Et c'est une des 3 écoles publiques d'audiovisuel françaises, puisqu'il y a Louis Lumière, la FEMIS et puis l'ENSAV. Le reste, ça va être des BTS audiovisuels. Et puis après il y a tout un tas d'écoles privées qui se sont montées sur le sujet. Il y a quand même beaucoup de mon apprentissage qui s'est fait sur le tas. Honnêtement, je savais faire quelques trucs en sortant de l'école, hein. J'avais aussi plutôt un bon bagage théorique, on va dire. Mais c'était pas évident parce que moi au moment où j'ai fait ces études, c'était le moment de la transition entre l'analogique et le numérique, à la fois pour l'image et puis pour le son. Ce qui fait que les outils étaient encore un peu à cheval entre ces deux, et l'apprentissage, l'enseignement aussi, était à cheval entre ces deux technologies, dont l'une n'existe quasiment plus. Voilà, donc je pense que ça s'est largement modernisé depuis, hein, évidemment. Ah oui, si, et alors l'autre truc, donc quand j'ai fini mes études, vu que j'avais fait d'abord des études de biologie, puis ensuite, ces études-là, bon, ils commençaient à se faire un peu tard. Moi, j'avais pas loin de 25 ou 26 ans. Et il y avait encore le service militaire à l'époque. Et donc, on pouvait le reporter, si on était étudiant, jusqu'à l'âge de 26 ans. Ah Donc, voilà, je finis mes études et il est temps pour moi de faire mon service militaire. Donc, il y avait toujours la possibilité de... C'était vraiment la dernière année. On était sous Jospin Chirac, voilà. Et donc, l'option 1, c'était essayer d'esquiver ce truc-là qui était en train de disparaître. L'option 2, c'était d'essayer de le mettre à profit. Et donc, j'ai essayé de le faire dans ce qu'on appelait à l'époque le CPA, et qui s'appelle maintenant le CPAD, qui était donc l'établissement cinématographique et photographique des armées, situé au Fort d'Ivry. Bref, je me suis retrouvé à être preneur de son dans l'armée, en tant qu'appelé, hein, donc en tant que gars qui est là pour quelques mois seulement. Et à l'époque, c'était la guerre des Balkans. Les appelés n'avaient pas le droit d'aller en opération extérieure, donc on était confinés sur le territoire français, et on se faisait un peu chier. Pour tout vous dire, là-dedans, ça ne m'a pas empêché de faire quelques trucs assez amusants, accompagner tournage des entraînements commando dans les Alpes, ou un mec qui était champion de France de chien de traîneau, mais qui était aussi dans l'armée, donc on faisait un peu sa promo, enfin des trucs comme ça, tu vois. C'était pas mal. Et puis j'ai rencontré dans ma promo, enfin on dit pas une promo, on dit une contingent, dans mon contingent, donc les gens qui sont rentrés en même temps que moi et qui finiront en même temps que moi. Il y avait un autre gars qui était preneur de son, qui s'appelle Arnaud Julien, qui est ingénieur du son maintenant. À un moment donné, il me parle d'une association qui
qui se passe à Altermédia, enfin qui se passe à Saint-Denis, qui s'appelle Altermédia, qui existe toujours, qui est vachement bien, et qui est aussi un centre de formation pour jeunes qui veulent s'insérer dans les métiers de l'audiovisuel. Je conseille vivement d'aller y faire un tour. Et ces gens-là m'ont proposé un stage sur un long métrage. J'ai évidemment accepté. J'ai rencontré l'ingénieur du son qui s'occupait de ce long métrage, qui a accepté de me prendre comme stagiaire. Et puis du coup j'ai travaillé avec lui pendant 6 ans je crois, en tant que stagiaire, puis seconde perche, un peu perchman aussi, voilà. Jusqu'au moment où il me dit, écoute, voilà, je pense que t'es plutôt fait pour être ingé son, t'as appris ce que t'avais à apprendre, faut te lancer, si je peux t'aider, t'envoyer des boulots ou des choses comme ça, je le ferai. Maintenant il faut que tu deviennes ingé son, voilà. Ça s'est passé en 2008. Et le premier long métrage était en 2010. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton évolution? Donc justement, déjà, tu m'as dit que tu étais perchman de base et que tu es passé ingénieur du son. Perchman sur un plateau, c'est un poste assez privilégié parce qu'en fait, tu es vraiment très proche de la caméra, très proche des acteurs. Et en fait, tu as l'œil un peu à tout. C'est des moments aussi parfois où tu es très en accord avec le jeu des comédiens. Tu as l'impression de faire comme une danse avec eux, en fait. Où tu sens le moment où ils vont tourner la tête, tu sens le moment où ils vont se lever, où ils vont se mettre à parler, où ils vont chuchoter, où ils vont commencer à donner de la voix, comme ça. Et tous ces mouvements, il faut les anticiper très légèrement avec son micro. Le placement du micro, la distance par rapport à eux, tout ça en tenant compte de ce que fait la caméra aussi, et de ce que te permet la lumière ou le décor. Et je trouve que c'est un métier très stimulant. Et on peut très bien faire toute sa carrière comme perchman. Je connais pas mal de gens qui ont jamais eu la tentation très forte de devenir ingénieur du son alors qu'ils étaient perchman. Voilà. Et puis au contraire, il y a aussi ceux pour qui c'est une étape avant de devenir ingénieur du son. C'était plutôt mon cas. Moi, j'étais pas trop mauvais comme perchman, mais je me considérais pas au niveau des cadors que j'ai pu côtoyer, qui étaient vraiment des gens qui sont toujours d'ailleurs des gens extraordinaires, avec un feeling de ce qui se passe autour d'eux qui est assez dingue. Voilà, bon bref, donc c'était très bien que je passe à autre chose, surtout que moi j'avais souvent plus d'idées sur des petits appoints, la relation avec l'acteur quand on vient lui poser un micro caché sur lui ou des choses comme ça, ce petit moment d'échange qui est quand même un peu intime parce que tu es en train de faire fouiller dans ses vêtements en même temps que tu lui dis n'importe quoi pour l'occuper, mais qui crée une petite relation qui te permet ensuite de venir les voir et de dire grâce aux 3 blagues que tu as fait avant, un petit truc sur une petite critique sur ceci ou cela qui fait que ça passe, tu vois, et qu'une confiance se crée et que peut-être un acteur à un moment donné va venir te voir et te demander ton avis à toi sur un truc plutôt que d'aller demander au réal qui est en train de discuter avec le chef-op qui est occupé avec tu vois, bon bref, cette petite relation qu'on arrive à créer avec les acteurs au moment où on leur met un micro c'est rigolo, et parfois c'est parfois aussi un peu frustrant. Donc effectivement, passer de perchman à ingénieur du son, c'est changer de métier, hein, très clairement. C'est des métiers qui travaillent ensemble, mais c'est pas du tout le même métier. Tu n'utilises pas les mêmes outils, tu les utilises pas de la même manière, si c'est les mêmes outils, et tes priorités sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est un nouvel apprentissage. Et là-dessus, l'apprentissage est fait là aussi sur le tas, petit à petit. D'abord en observant. Hein. Moi, j'ai beaucoup observé mes chefs pour voir à la fois ce qu'ils faisaient un peu techniquement, mais surtout comment ils envisageaient les situations sur un plateau, les relations entre les gens, comment eux ils se plaçaient là-dedans.
quel était le niveau de retenue qu'ils apportaient, au contraire d'exubérance. Et puis ensuite on fait sa petite tambouille avec sa propre nature, évidemment. Pour continuer dans l'évolution, on va dire, est-ce que tu trouves que ton métier, il a changé entre tes débuts et maintenant, donc en 15 ans quasiment? Est-ce que par exemple, le matériel a évolué, la façon de faire a évolué? Entre mes débuts et en tant que perchman même, où parallèlement à ça, je faisais quand même un petit peu d'ingénieur du son, de prise de son, soit tout seul, soit avec des perchman sur des courts-métrages ou des choses comme ça. Et puis maintenant, il s'est quand même passé pas mal de choses. Et notamment, il y a cette fameuse, dont on parlait un peu tout à l'heure, transition analogique numérique, qui a fait vraiment beaucoup de bouleversements dans le métier. Alors le premier bouleversement que ça a opéré, le bouleversement du nombre de pistes. Parce que grosso modo, en analogique, on pouvait avoir autant de micros qui rentraient dans sa console. À la fin, il fallait que ça rentre sur 2 ou 3 pistes. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez une perche sur un acteur et puis une autre perche sur un autre acteur qui est un peu éloigné. Vous avez déjà deux sources sonores. Et puis, il y a des moments où ces acteurs ne sont pas forcément très bien placés pour les perches, donc vous allez avoir besoin de leur mettre un petit micro, ce qu'on appelle un micro-cravate, qui est un petit micro caché dans les vêtements, où vous allez prier pour que ça ne sonne pas trop dégueu avec les frottements du vêtement ou les mouvements de l'acteur qui peuvent faire en sorte que ça fait du bruit dans le micro, des choses comme ça. Bon. Donc vous avez déjà 4 sources sonores, et vous n'avez que 2 acteurs. Et puis ça peut être intéressant d'avoir, vous êtes par exemple en train de tourner un truc au bord d'un boulevard parisien, ça va être intéressant d'avoir une continuité de la circulation sonore, peut-être même pour spatialiser le tout en stéréo. Et vous allez avoir donc un micro stéréo qui va être planqué un peu quelque part, ça va vous faire 2 sources en plus. Vous avez 6 pistes que vous pouvez mixer. Et à la fin, il faut que ça se retrouve enregistré sur seulement 2 pistes ou 3 pistes. Donc c'est assez compliqué parce que vous êtes obligé de faire des choix sur le moment entre ce que vous allez vraiment enregistrer, le rapport d'enregistrement entre ces différentes choses, plus ou moins ci, plus ou moins ça, plus ou moins la perche, plus ou moins le HF, plus ou moins l'ambiance. Ça, c'est des choses qui étaient des limitations du système analogique transportable, on va dire. Et qu'on a complètement évacué avec l'apparition du numérique multipiste. Alors cette évacuation elle s'est faite un peu en plusieurs temps, puisque au début les enregistreurs numériques ils avaient 3, puis 4 pistes, puis 6 pistes, puis voilà, puis maintenant vous vous retrouvez avec des enregistreurs qui ont 32 pistes. Donc vous pouvez enregistrer 32 choses différentes sans avoir à trop vous soucier de comment ça va se mélanger à la fin. Puisque bien sûr, il faudra tout mélanger à la fin, de toute façon. Mais c'est pas vous qui allez le faire, c'est le mixeur de post-production. Les caméras ont pas mal changé aussi. Elles sont aussi passées au numérique. Et ça a été de plus en plus facile et de moins en moins cher pour les productions d'envisager de tourner à plusieurs caméras. Et tourner à plusieurs caméras, ça veut dire que vous pouvez par exemple tourner un plan large et un plan serré en même temps. Or, si vous ne voulez pas que votre micro soit dans l'image de la caméra qui filme le plan large, vous ne pouvez pas avoir votre micro au bon endroit pour avoir le son du plan serré. Donc, vous allez avoir besoin systématiquement de mettre un micro sur l'acteur pour compenser ce manque de proximité que vous allez avoir. Et comme vous allez avoir systématiquement des acteurs à équiper, s'il y a beaucoup d'acteurs, ça va vous prendre d'autant plus de temps pour les équiper. Donc, il vous faut un deuxième assistant quasiment tout le temps. Ce qui a été compliqué, parce que ça avait un poste en plus, c'est un peu compliqué à faire comprendre aux productions, parce que ça leur fait quelqu'un à payer en plus, bien évidemment. Et de préférence, quelqu'un de compétent. Et puis, cette deuxième personne, elle va aussi pouvoir percher. Parce que vu que les caméras sont plus légères, qu'elles peuvent tourner plus longtemps, on peut plus facilement envisager d'improviser des plans, de faire des choses plus compliquées, ou par exemple on va faire tout un trajet un peu difficile avec la caméra, et que peut-être un seul perchman n'a pas la bonne... il ne peut pas tout faire,
Donc on va peut-être devoir se partager le travail à 2 perches. Et donc ça va devenir de plus en plus systématique comme ça, d'avoir beaucoup de gens à équiper, d'avoir 2 perches, minimum, peut-être même d'avoir des appoints planqués dans le décor. Des appoints, c'est des micros qu'on va planquer à un endroit pour capter le son d'un dialogue ou d'autres choses, mais souvent d'un dialogue quand même, à un endroit où la perche ne peut pas avoir accès facilement. Imaginons par exemple un personnage qui est dans un plan large, qui commence à parler, il est debout. Comme il est debout, il est plutôt proche du haut de l'image. Donc la perche peut très bien faire son dialogue. Et puis à un moment donné, il s'assoit à son bureau. La distance de la caméra n'a pas changé. Donc la distance de l'acteur par rapport au point de vue et au point d'écoute du spectateur n'a pas changé. Il n'y a aucune raison que le son de sa voix change. Le micro, il ne peut pas baisser dans l'image, sinon il va rentrer dedans. Par contre, l'acteur, lui, s'est baissé. Donc la distance entre le micro et l'acteur a augmenté. Et vous avez donc un problème. Et c'est là que si vous arrivez à planquer un micro sur le bureau, qui vient prendre le relais de la perche, quand l'acteur est assis, ça devient intéressant. Mais malheureusement, il y a un moment donné où cet acteur, quand il est assis, il va tourner sa tête violemment, ce que je viens de faire au micro, ça a dû s'entendre, avec un peu de chance, et c'est ce qu'on appelle détimbrer, c'est-à-dire ne plus être dans l'axe du micro, et donc la voix sonne différemment. Elle sonne moins fort, elle sonne moins précise, elle sonne moins comme si quelqu'un te parlait face à face, grosso modo. Et c'est là qu'intervient le fameux micro planqué sur l'acteur, qui va venir rattraper, avec un peu de chance, ce moment où il se met à parler à la personne qui est derrière, en tournant la tête, et que le micro qui est sur le bureau ne peut pas aller chercher, puisqu'il est fixe, par définition. Donc on va avoir besoin de tout ça. Et les choix ne sont pas toujours évidents, parce que comme la caméra numérique, son support est une carte mémoire, ça coûte beaucoup moins cher que la pellicule, à la fois à utiliser, puis à tirer, puis à développer, puis etc. Donc, on va pouvoir se permettre de faire des prises un peu pour rien parfois. Et vient le moment où, à la place de faire des répétitions, on va dire, on va tourner la répétition, mais comme ça, si c'est bien, tant mieux, on aura gagné du temps. Sauf que les répétitions, ça vaut pour voir les déplacements de l'acteur, ses intentions de jeu, est-ce qu'à un moment donné il va parler plus fort, zut, il faut que je prévoie de baisser le gain du micro à ce moment-là pour pas saturer, ou des choses comme ça. Ça veut dire, mais il va à cet endroit-là, mais ça c'était pas prévu. Du coup, moi si je vais là, je fais une ombre sur le mur et ça se voit, donc avec le micro de la perche, tu vois, par exemple. Donc évidemment, on l'a refait. L'idée, petit à petit, de moins faire de répétition et de tourner déjà la répétition et d'en faire en fait une première prise, c'est ce qu'on appelle dans le métier une répétourne. Donc la répétourne, c'est quand tu tournes la répétition. Il y a tout un tas de petites erreurs qu'on faisait avant pendant les répétitions, pour ne plus les faire pendant qu'on tournait, qu'on fait pendant les premières prises. Sauf que les gens n'ont pas forcément pris l'habitude de faire 3 prises de plus pour autant. Ce qui fait que si tu faisais 3 répètes, puis 4 prises, maintenant tu fais 4 prises, dont les 3 répètes. Et donc toi, tu es en train de répéter techniquement tes niveaux, ton placement pour le perchman, etc. Pendant au moins les 2 premières, tu vois, tu es encore en train de faire Parfois, tu as du bol et ça marche du premier coup, mais voilà, tu vois. C'est là aussi qu'intervient un peu le métier, mais ça fait pas tout. Parfois, il faut un peu de chance aussi. Et donc, ce système-là fait que, finalement, toi, la bonne, c'est souvent la dernière. C'est celle où tu as réglé tous les problèmes que tu aurais réglés si on avait fait 3 répètes. Et que tu avais commencé, du coup, pendant ces répètes, à intégrer aussi le rythme de jeu des personnages. Le petit mouvement de tête qu'ils font à chaque fois, et le petit mouvement de tête qu'ils ont fait une fois par hasard, mais celui-là, il ne faut pas trop en tenir compte parce qu'ils ne le font pas à chaque fois. Tu vois ? Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Les temps de tournage se sont réduits, donc il faut aller plus vite, il faut tourner plus de choses dans une journée. C'est aussi pour ça qu'on fait des répétournes, parce qu'il faut tourner plus de choses dans une même journée. C'est aussi pour ça qu'on utilise 2 caméras, parce qu'on fait 2 plans en même temps, au lieu de faire un plan puis l'autre plan.
Donc tout ça, c'est des gains de productivité, on va dire, mais qui ont un corollaire, c'est-à-dire qu'il faut être bon plus vite. Et certains outils nous ont aidés à être bons plus vite. Notamment, comme on était en numérique, on avait une meilleure dynamique, c'est-à-dire un plus grand écart entre les sons les plus faibles qu'on pouvait enregistrer sans que ça pose de problème et les sons les plus forts qu'on pouvait enregistrer sans que ça pose de problème. Donc ça, c'était un premier outil. Le deuxième outil, c'était l'automix. Ça va nous permettre, quand on a plusieurs perches ou plusieurs micros de comédiens ensemble et qu'on ne sait pas trop quand ils vont parler parce qu'il y a de l'impro, ou de temps en temps l'un parle sur l'autre et puis de temps en temps il le laisse finir sa phrase avant de balancer sa phrase à lui. Au lieu de couper les micros puis de les rallumer au dernier moment, on va laisser faire en fait une sorte d'algorithme qui va détecter sur quel micro une voix est plus forte que l'autre et donc décider que c'est ce micro-là qu'on va privilégier et il va baisser le niveau sur les autres micros pour qu'on n'ait pas trop d'écho qui se rajoute, grosso modo, d'acoustique, d'écho. Ça va permettre d'avoir un son final un peu plus propre. Voilà, et l'ordinateur réagit beaucoup plus vite qu'un cerveau humain. C'est un travail que faisaient aussi beaucoup les ingénieurs du son de la génération d'avant moi, quand eux ils avaient que 2 pistes et qu'il fallait qu'ils mélangent en direct plusieurs sources sur seulement 2 pistes. Alors eux ils étaient obligés de le faire en direct, ce travail-là, il n'y avait pas les automix. Donc les gens qui ont 10 à 15 ans de plus que moi sont très très forts pour faire ça tout seul à la place de la machine. Moi, je suis très très nul, je laisse faire la machine sur ce genre de choses. Voilà. Toi qui as travaillé sur beaucoup de projets différents, j'ai pu voir, tu as fait une 30aine de courts-métrages, plus de 20 longs et une dizaine de séries. Est-ce que ça t'a permis d'apprendre différentes manières de travailler? Et quelles sont les différences les plus notables entre un court, un long et un épisode d'une série? Un court, c'est comme un long, sauf que ça dure moins longtemps. Mais franchement, c'est la même chose. En fait, ça te demande le même boulot. C'est juste que ça va être pendant 4 jours au lieu de que ça soit pendant 4 semaines ou 5 semaines. Voilà. Et la télé, c'est pareil. Tu fais un téléfilm, c'est la même chose qu'un long métrage de cinéma. La seule différence, c'est que tu vas tourner plus vite, en règle générale. Donc il faut aller faire les choses plus vite. Donc il y a plus de choses que tu laisses tomber. Parce qu'en fait, plus tu tournes vite, plus tout le monde sur un plateau avale les couleuvres. L'Oréal en premier. Il y a une notion qui est assez marrante sur les plateaux qui s'appelle la minute utile. Quand tu vas tourner un plan, bon, peut-être que c'est un dialogue entre 2 personnes, imaginons, et que ce dialogue dure 1 minute. Bon, alors tu vas le tourner 1 minute là, et puis la prise n'est pas bonne, donc on va la refaire, donc encore 1 minute. Et puis, ce serait pas mal si on essayait une autre approche du jeu, donc on en refait une, encore 1 minute, tu vois, etc. Et puis ensuite on va faire un autre plan, par exemple plus serré, voilà, donc encore 1 minute, on va faire 3 ou 4 prises, 4 minutes. Donc ça, c'est pas la minute utile. Parce qu'au final, tout ce machin-là, tu vas le monter, et au final, ta séquence, elle va faire 1 minute. Donc c'est ça, 1 minute utile. Tu as tourné plein de minutes, et ça donne 1 minute de film à la fin. C'est ce qu'on appelle la minute utile. Le cinéma, quand j'ai commencé, au début des années 2000, on faisait à peu près 2 minutes et demie par jour utile. À la télé, on faisait 4 minutes, 4 minutes et demie, un truc comme ça. Maintenant, on a plutôt tendance à faire 6 minutes utiles par jour à la télé, et pas très loin de ça au cinéma. En tout cas sur les petits budgets. Sur les gros budgets, on prend plus son temps, effectivement, on soigne plus les détails. Donc peut-être qu'on retombe à 2,5 comme avant, c'est possible. Mais un film de cinéma qui se tournait en 7 semaines, avant c'était un film qui se tournait sur un tournage assez court. Maintenant c'est la norme, 7 semaines. La plupart des tournages avant se tournaient sur 10, 12 semaines. Voilà. Un téléfilm, c'était à peu près 4 à 5 semaines de tournage. Et maintenant, parfois, on en fait en 2 semaines. Parfois 3. Il faut aller vraiment beaucoup plus. Et au final, le truc dure pareil. Il dure 90 minutes. Voilà. Est-ce que tu choisis tes projets
Est-ce que tu as des préférences? Parce qu'en voyant tes derniers projets, comme le film Hostile ou le court-métrage Anomalie et Mi-temps, j'ai vu que tu aimais la SF et l'horreur. Ah, c'est une bonne question. Euh, Moi, j'aime beaucoup la SF, mais je la préfère en bouquin, souvent. Même s'il y a des très bons films de SF, il n'y a pas de souci avec ça. L'horreur, c'est un truc que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'aime moins maintenant. Je pense que, en fait, le fait d'avoir un enfant m'a donné une autre relation avec éventuellement la cruauté, les morts subites, les choses comme ça. Ça réveille des angoisses assez terribles en tant que parent. J'ai un peu plus de mal à regarder ce genre de choses maintenant. Ça me fait plus d'effet en fait. Du coup, comme ça me fait plus d'effet, je recherche moins ce genre de sensations. Ça nourrit mes cauchemars plus qu'autre chose. Cela dit, c'est des genres que j'aime bien. Cependant, moi j'aime beaucoup des genres de films que j'ai pas forcément beaucoup fait non plus. J'aime beaucoup les road trips par exemple. Il y a un film que j'aurais adoré faire qui s'appelle My Sweet Pepperland. C'est un film kurde. Ça se passe dans le Kurdistan, enfin à la frontière du Kurdistan iranien, du Kurdistan turc, avec comment s'appelle cette actrice formidable, Golshifteh Tefarani. C'est une comédie dramatique où ça mélange du burlesque, du film social. Il y a un truc un peu à la Tati au début qui est un peu drôle. Enfin, c'est ce mélange de genres avec des paysages et quelque chose d'assez naturaliste. Ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. J'ai pu faire ce genre de film un peu en 2010. Mon premier long métrage, c'était un film un peu comme ça. On est parti au Pakistan 6 semaines pour tourner un film avec des gens qui étaient pour la plupart pas acteurs du tout. Et ça m'a beaucoup plu. Ce côté. En plus, c'était un road trip, c'est-à-dire que vraiment on prenait la route et le personnage passait d'endroit à l'autre. Ça, c'était vraiment chouette. J'ai eu l'occasion de faire ça à nouveau en 2013, quand je suis parti au Mali, faire un film qui était une production suisse et qui est donc sorti au cinéma seulement en Suisse. Et ça, c'était un très chouette moment aussi. Là aussi, très peu d'acteurs professionnels. Il y avait Bakary Sangaré qui est de la comédie française qui joue un des rôles principaux, mais les personnages locaux, il y avait peut-être 2 acteurs professionnels, le reste c'était que des gens castés sur le moment ou des gens que le réalisateur connaissait et à qui il a proposé le rôle parce qu'il pensait que ça le ferait. Et là aussi c'était un peu un road trip puisque le personnage principal partait à la recherche d'un objet symbolique de son passé dans son pays. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup parce que c'est très relié à la réalité. Il y a un côté très documentaire. D'ailleurs, à chaque fois, c'était des réalisateurs dont c'était la première fiction et qui n'avaient fait que des documentaires avant. Ça me plaisait beaucoup. Ce mélange entre la fiction et le documentaire. Et puis, il y a aussi un truc... quand il y a un aspect très documentaire comme ça dans les films, c'est que finalement il n'y a pas grand chose de gênant en son. Tous les sons de la vie font partie de la vie du film. Ils sont ce qu'on appelle intradiégétiques, c'est-à-dire qu'ils font partie de la fiction. Au Pakistan, on a tourné dans un centre qui doit faire peut-être 1 km² où les gens réparent des camions. Il y a des bruits de soudure, de gens qui tapent sur du métal toute la journée. Pourtant on avait des dialogues enregistrés, tu vois, donc c'est pas très... Et en fait, c'est pas très grave parce que ça fait partie de la réalité et que le système de mise en scène s'adapte à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir plutôt tendance à tourner des plans séquences, des plans longs, où du coup, le fait qu'il y ait un bruit gênant, mais qui fait partie de la vie dans la fiction, ne devient plus gênant. Parce que si tu tournes des chants contre chants, tu vas avoir un gars qui fait de la disqueuse pendant que tu tournes un plan, et puis le gars il fait plus de la disqueuse, il fait du marteau pendant que tu tournes l'autre plan, et quand tu vas les mélanger, tu vas avoir un coup un fond de disqueuse, dès que tu changes de plan, un coup de marteau, tu vois, et ça devient impossible ce genre de choses. Mais il faut adapter son système de mise en scène à ce genre de choses, et quand tu le fais, quand le réalisateur le fait, parce que c'est à lui de le faire, évidemment,
et ben ça donne une réalité, un ancrage au film qui est vachement bien, une richesse sonore, ça développe l'espace autour, l'imaginaire du spectateur, on sent qu'il y a de la vie, tout prend corps en fait grâce à ça. Et ça c'est très chouette. Et finalement, les trucs les plus chiants à tourner quand on est ingénieur du son, c'est les plans à effets spéciaux. Parce que vous avez une soufflerie par-ci, une fausse explosion par-là, un faux coup de feu par-là, enfin, ce truc. Les acteurs doivent réagir à un vrombissement d'insectes géants. Il n'y a pas d'insectes géants. Au contraire, il y a des animateurs qui sont en train de lui dire regarde par là, pendant qu'il crie, et en fait ça pourrit le son. Tu sais très bien que ça partira à la pause synchro. Enfin, c'est des choses, des moments où tu te sens juste presque inutile en fait. T'es pas inutile parce que c'est toujours utile d'avoir une trace de ce qui se passe sur le plateau, ne serait-ce que pour pouvoir le refaire mieux en post-production. Mais c'est pas des moments très exaltants en fait. Et du coup, est-ce que tu les choisis ces projets? Est-ce que tu as une préférence enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on vient vers toi avec différents projets et c'est toi qui choisis ce que tu prends ou... Alors ça peut arriver qu'on ait des projets qui se télescopent. Ils vont se tourner en même temps, donc tu es obligé de choisir l'un ou l'autre. Dans ces cas-là, on fait un choix. Mais sinon, moi j'ai tendance à prendre ce qui vient, ce qu'on me propose. Il y aura toujours quelque chose de bon à en tirer, il y aura toujours quelque chose à faire, il y aura toujours des rencontres sympathiques à faire, et puis on peut être très agréablement surpris par quelque chose dont on s'imaginait que peut-être ça ne nous convenait pas au départ, et en fait c'est très sympa. Donc moi j'ai des goûts assez éclectiques, en plus j'aime bien un petit peu tout, même si voilà, en tant qu'ingénieur du son, ce que je préfère c'est ce que je t'ai dit avant, voilà, ce côté où on voyage aussi et on peut se laisser des libertés de découverte sonore et d'ancrage dans la réalité. Mais tout me va en fait. Et quelle est la place du métier d'ingénieur du son dans la production du film? Tu en as parlé un petit peu au début, mais est-ce que tu as des réunions par exemple avec le réalisateur, les producteurs en amont du projet? À quel moment tu intègres vraiment l'équipe du film? Ça c'est très très variable. Ce moment d'intégration en amont du tournage, il est très variable. Et il va dépendre pas mal à la fois de la relation qu'on peut avoir avec le réalisateur, du passif, quoi, en quelque sorte. Est-ce qu'on a déjà bossé ensemble? Est-ce qu'on se connaît bien? Est-ce qu'on s'entend bien? Voilà. Et puis aussi de certaines exigences particulières du film. Typiquement, le dernier long métrage auquel j'ai participé, qui s'appelle Gueule Noire, qui est le troisième film du réalisateur Mathieu Turi. J'ai déjà participé à ses 2 premiers longs métrages, Hostile et Méandre. Donc là, on se connaît de mieux en mieux, évidemment. Et je connais aussi bien la prod, puisque ça fait pas mal de temps que je bosse avec eux, puisque ça fait pas mal de temps qu'ils bossent avec lui. Et puis là, il y avait des choses assez particulières. Ça se passe dans des décors assez atypiques, on va dire. On était dans des anciennes mines de charbon, des ruines industrielles, des choses comme ça. Disons des vestiges industriels plutôt que des ruines. Et donc il était important qu'on puisse voir techniquement quelles étaient les difficultés qu'il exposait à nous par rapport à ces décors atypiques. Et puis il y avait aussi le fait que les comédiens allaient tous porter des combinaisons de mineurs, des casques de mineurs, des choses comme ça. Donc c'était important de voir un peu aussi comment on allait pouvoir se débrouiller avec l'intégration des fameux micros de cravate, même s'ils n'ont pas de cravate, les acteurs. Voilà, comment est-ce qu'on allait faire en sorte d'avoir le meilleur son possible. Une des difficultés étant que quand on est dans une mine, souvent c'est bas de plafond et puis c'est très long. C'est des couloirs, quoi. Et donc souvent, les personnages viennent de la profondeur. Et quand c'est comme ça, en général, la perche elle est assez longue, et puis on va chercher les personnages, et puis quand ils approchent, le percheman recule,
jusqu'à ce qu'on arrive proche de la caméra. Bon, le problème c'est que là, le plafond est bas, donc si vous voulez aller loin dans l'image, l'image étant un cône, très vite vous vous retrouvez dans l'image, parce que vous ne pouvez pas monter au-dessus du plafond du boyau de mine. Donc il fallait absolument qu'on trouve des solutions pour avoir un son qui puisse remplacer la perche sur les acteurs. Donc il fallait absolument que le son des micros que les comédiens portent soit de bonne qualité et qu'ils rencontrent en termes de timbre, c'est-à-dire de son de voix, le plus possible le son rapporté par la perche quand les acteurs approchent. Donc il y a eu effectivement des lectures techniques, des repérages auxquels j'ai été convié à cette occasion-là. Ça c'est très chouette de pouvoir faire ça. Et en général, c'est très intéressant aussi, parce que quand on visite un décor dans lequel on va tourner, quand on fait ce qu'on appelle un repérage technique, il y a tous les autres corps de métier du film qui sont vraiment impactés par la mise en scène qui sont là. Il y a le réalisateur, il y a le chef opérateur, il y a le chef électricien, le chef machiniste. Alors, le chef machiniste, c'est celui qui s'occupe des mouvements de caméra. Par exemple, si la caméra va être posée sur un chariot et rouler sur des rails, le chariot, le rail, c'est lui qui les pose, c'est lui qui dit si c'est possible ou pas. Voilà. Bon. Et l'électricien, c'est lui qui dit là, il va falloir mettre une lumière comme ci, une lumière comme ça, en fonction de ce que lui indique aussi le chef opérateur de l'image. Mais voilà, on se retrouve quand même un petit peu obligé à. En assistant à ces repérages techniques, on les voit discuter entre eux, on voit quelles sont leurs problématiques, on voit quelles sont les ébauches de solutions dont ils sont en train de commencer à parler. Ça nous permet aussi de préciser la visualisation du scénario qu'on peut avoir en voyant le décor, en commençant à comprendre quel est le découpage prévu par le réalisateur à cet endroit-là, et de commencer à envisager nous-mêmes des solutions. Peut-être certaines solutions qu'on avait envisagées en lisant le scénario sont plus possibles. Et par contre, un problème qu'on se posait en lisant le scénario, en fait, il disparaît. Tu vois ? Donc ça, c'est des choses intéressantes, vraiment. On est malheureusement, en tant qu'ingénieur du son, pas toujours convié à ce genre de festivités, pour des questions de budget en général, parce que c'est des journées entières où on est trimballé d'un décor à un autre et que on est payé pour ça. Et que donc, si on n'invite pas l'ingénieur du son, ça fait quelqu'un de moins à payer. Voilà. Mais c'est bien dommage. C'est chouette quand on peut y assister, et il y a toujours vraiment des enseignements à en tirer, ne serait-ce que de savoir le jour où on va arriver sur ce décor, tout de suite on sait à quel endroit il faut qu'on place notre matériel, quels sont les endroits absolument interdits, parce que là de toute façon ça va être dans le champ à un moment donné, ou alors on sait que c'est là qu'ils vont placer une lumière, donc même si on pourrait y être parce que ça va pas être filmé, on peut pas y être parce qu'il y a une lumière à la place. On sait en général ça vite s'il va y avoir 3 plans, ou si on fait un plan séquence, tu vois, des choses comme ça qui permettent vraiment d'anticiper et de tourner plus facilement, avec beaucoup plus de sérénité aussi, et d'être plus efficace dans les choix qu'on fait sur le moment. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type sur un tournage ? La première chose qu'on fait, c'est la veille. On va regarder le texte qu'on a à tourner. Quelles sont les séquences, quels sont les décors, quel est le nombre de personnages, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, est-ce que par exemple il y a un personnage qui va passer un coup de fil. C'est très emmerdant les coups de fil au cinéma, parce que soit on ne va pas entendre ce que dit la personne qui répond, soit on sait qu'on va tourner un autre jour ce que la personne va répondre, soit on va peut-être avoir un split screen, par exemple, avec le personnage qu'on tourne, et puis la personne qui répond. Et il faut que ça se réponde du tac au tac, tu vois. Il n'y aura pas de coupe, ni dans un cas ni dans l'autre. Et à ce moment-là, on est un peu emmerdé, parce que le truc, on va le tourner un autre jour dans un autre décor. Pourtant, il faut qu'en termes de temporalité, ça matche parfaitement. Donc on est toujours un peu... Voilà, il faut... Quand on sait qu'il y a un coup de fil, la première question c'est est-ce qu'on entend ce qui se passe ? Est-ce qu'on va filmer ce qui se passe de l'autre côté du téléphone ? Voilà, ça c'est la première question. S'il y a de la musique, est-ce que c'est une musique dont on va
avoir besoin systématiquement, ou est-ce que c'est musique, on peut se contenter de juste diffuser le début avant que le dialogue commence et puis on coupe tout de suite pour pas polluer les dialogues et puis on la rajoutera en post-synchro après, ou est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir la musique tout le temps, auquel cas il faut peut-être prévoir des oreillettes pour que les acteurs aient la musique dans l'oreille mais que nous on l'entende pas dans les micros, ce qui fait que le montage reste possible, parce que dès que tu as de la musique, dès que tu as un repère temporel, ben, ton montage il tombe à l'eau quoi. Parce que tu changeras jamais de plan au bon moment pour la musique. Jamais. Donc c'est des petites choses auxquelles tu fais attention, voilà, ce genre de trucs-là. Est-ce que il y a par exemple une séquence dans une voiture, ça veut dire qu'il faut prévoir à l'avance pendant la journée du temps pour aller équiper la voiture avec des micros placés aux bons endroits, donc savoir quel personnage va être assis à quel endroit, quelle action il va faire. Essayer de savoir où sera la caméra pour que le micro soit pas dans le champ de la caméra mais qu'il soit quand même efficace pour prendre le son des acteurs. Voilà, parce que tu peux pas percher dans une bagnole, hein, c'est très compliqué évidemment, c'est trop petit, pas assez de plafond, pas assez de place dans les genoux. T'as les dossiers, les appuis-têtes qui gênent pour passer de l'avant à l'arrière, enfin voilà. Donc tout ça c'est de la lecture a priori, donc c'est des choses que tu as déjà un peu normalement dépouillées avant le tournage, mais que tu te remets en tête en relisant ce qui va se passer le lendemain. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la feuille de service. La feuille de service, c'est un papier sur lequel tous les gens qui doivent venir travailler le lendemain sont notés et à qui on va donner les adresses, les horaires de tournage, l'endroit et l'heure à laquelle on va faire la coupure déjeuner par exemple. On va aussi nous dire la météo, on va nous dire quel temps il fait, on va nous dire si on tourne en extérieur ou en intérieur, combien de séquences il y a à faire, quel minutage utile par séquence, quels acteurs interviennent à tel moment, est-ce que l'armurier doit prévoir des armes, si oui lesquelles, est-ce qu'il y a un truc précis de costume auquel il faut faire attention, est-ce qu'il faut bien faire attention qu'on a pensé à amener la sacoche en cuir de tel personnage parce qu'il en a absolument besoin pour cette séquence-là, pour pouvoir faire ci. Est-ce que tu vois, des choses comme ça. Tout est noté là-dedans. Et il va bien sûr y avoir noté attention, il y a un coup de fil, donc il y a le son de peut-être on va peut-être enregistrer l'annonce de répondeur de tel personnage. Tu vois, des choses comme ça. Bon. Ça, on va regarder ça très, très précisément aussi. On va essayer d'anticiper le temps de déplacement qu'il nous faudra pour aller sur le tournage et être là à temps. Essayer de prévoir le temps de préparation dont on aura besoin pour être prêt au moment du PAT, le prêt à tourner. Voilà. Donc savoir combien de temps en avance il faut qu'on vienne pour préparer tout pour que ça soit prêt au bon moment. Est-ce que l'endroit où on prépare les acteurs est loin ou pas de là où on tourne? Est-ce que par exemple c'est juste la pièce d'à côté, ou est-ce qu'au contraire c'est dans un camion qui est garé 3 rues derrière et donc ça veut dire que chaque fois que tu vas devoir aller faire un truc sur les acteurs et qu'ils sont pas sur le plateau, ça va te coûter 20 minutes. 10 minutes pour y aller, 10 minutes pour revenir, plus le temps sur place. Et ce temps, il était très précieux, parce que pendant ces 20 minutes, tu peux faire autre chose. Sur le plateau. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses assez compliquées, déjà, à anticiper. Bon. Parfois, c'est plus simple. Les journées sont parfois plus simples que ça, donc tant mieux. Et puis, arrive enfin la journée, donc on arrive au bon moment, on se gare au bon moment, on récupère, voilà. Et là, il faut descendre le matériel, le monter au 4e étage sans ascenseur, etc. Déjà un quart d'heure, t'es en sueur, bon, tout va bien. Tu sors tes batteries, tu fais en sorte que tout soit chargé, prêt à servir. Tu commences à te renseigner si les comédiens sont déjà en costume ou pas. En même temps, tu jettes une oreille sur les discussions entre le réal et le chef opérateur pour savoir où sera placée la caméra pour le premier plan. Si tu peux avoir une info éventuellement sur comment sera le 2e plan, t'es content. Voilà, et après tu fais la journée un peu au fur et à mesure, comme ça quoi. Très clair.
Dernière question concernant la partie carrière. Quels sont les autres métiers dans le domaine du son ou autres que tu côtoies directement? Sur un tournage, en général, il n'y a qu'un seul ingé son, donc tu ne côtoies pas d'autres ingé son. C'est un des problèmes, mais parce qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre les uns des autres, donc c'est à ça que sert notamment la FSI, qui est l'Association française du son à l'image, qui permet aux gens de se rencontrer et puis éventuellement de discuter ensemble des problématiques qu'ils ont, que ce soit les ingénieurs du son, les bruiteurs, les monteurs, les mixeurs, voilà, qui font tous partie de cette association, avec des ateliers, des moments d'échange qui sont prévus. Voilà. Évidemment, on est en liaison avec les assistants du son, aussi appelés perchman. Et puis souvent ça va s'arrêter là, hein. On est deux voire trois. L'ingé son, le perchman, peut-être deux perchman. Voilà. Et éventuellement un stagiaire qui est là pour faire des trucs et apprendre. Parmi tous tes projets, le ou lesquels tu as préféré et pourquoi? Ah ouais. Écoute, il y a très peu de projets que j'ai pas du tout aimé faire. Et j'ai toujours au moins une bonne raison d'avoir aimé un truc. Alors, en tant que perchman, je pense qu'un des trucs que j'ai préféré faire, même si c'était pas toujours très facile, c'était les films les deux films de la série Mesrine de Jean-François Richer. D'abord parce que ça durait très longtemps, hein, donc c'était un gros engagement de temps. Mais surtout parce que c'était l'occasion de rencontrer plein de super acteurs en fait. C'est-à-dire que le moindre second rôle, c'était un super acteur. Et un des moments, je pense, qui m'a le plus impressionné, c'était George Wilson, le père de Lambert Wilson, qui est mort depuis quelques années maintenant. Et c'était un monsieur qui devait avoir, 82 ans à l'époque, avec un regard bleu, tu vois, comme ça. Et il était très... c'est un vieux monsieur, quoi, tu vois. Un peu affaibli, un peu posé sur sa chaise et tout ça. Et dès que c'était action, le mec était une machine. Une machine, mais vraiment un truc incroyable. Il y avait une intensité dans son regard et dans son jeu. T'avais le personnage devant toi, mais en un claquement de doigts. Ça, c'était hyper impressionnant. Moi, c'est un des trucs qui me plaît le plus dans mon métier, c'est les acteurs, en fait. Même les mauvais acteurs, ils ont parfois des côtés très touchants et très sympathiques. Et puis les bons, c'est un régal à chaque fois. Avoir leur voix là dans l'oreille et puis pouvoir sentir toutes les petites inflexions, les petites nuances. Ça, c'est chouette. Et puis quand on a l'image en plus, parce qu'on a souvent un petit moniteur devant soi et qu'on fait l'alliance des deux, moi je suis au cinéma sur le plateau en fait. Ça, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage à nous dire? Je faisais un court-métrage qui s'appelle Welcome to Oxford, qui est un fan-film d'une adaptation d'une bande dessinée d'un dessinateur de comics australien qui s'appelle Ben Temple-Smith. Et donc ça raconte l'histoire d'un gars qui est en prison puis qui se prend pour un dieu. C'est un tueur en série et il est persuadé d'être un dieu. Et il a été envoyé dans une prison privée. Et cette prison privée est en fait tenue par des vampires, ou des loups-garous plus exactement, qui se nourrissent des prisonniers, voilà. Et dont la société, dont le gouvernement qui engage cette société privée est très contente d'être débarrassé, donc il ferme un peu les yeux là-dessus. Le personnage qui joue le personnage principal, donc ce mec qui est un tueur en série, il a un trou de mémoire sur son nom d'acteur. Enfin, à l'époque où on tournait ça, il était en train de jouer dans X-Men 3. C'était en tournage à Pinewood, à Londres. Et on était en train de tourner des scènes avec son collègue de prison, son voisin de cellule, et où ils sont censés se parler à travers le mur, tu vois. Le mec qui jouait ça, c'était Dexter Fletcher. Dexter Fletcher, c'est un acteur, mais c'est aussi maintenant un réalisateur, notamment le mec qui a réalisé... la biographie de Elton John, Rocketman.
C'est un gars super, et alors en tant qu'acteur, il est assez phénoménal. Et il se trouve que donc l'autre acteur, qui devait lui donner la réplique, il n'était pas là parce qu'il était sur le tournage de X-Men, donc il y avait un jeune qui lui donnait la réplique à travers le mur, comme ça. Et Jason arrive, parce qu'il était dans l'avion, il arrive à 10h du matin sur le plateau, parce qu'il s'est arrangé avec l'assistant réalisateur de X-Men 3 pour faire croire qu'il y avait un problème technique sur je ne sais pas quoi, pour décaler sa journée de tournage pour qu'il puisse venir tourner avec nous à Paris, tu vois. Donc c'est plutôt sympa. Et le mec s'est rasé la tête, parce que son personnage doit être peut-être rasé, mais tout le monde s'en fout, puisque chez X-Men, il a un maquillage de dingo, donc qu'il soit rasé ou pas, tout le monde s'en fout. Donc heureusement, il peut se raser la tête. Donc il arrive, il sort du taxi, il arrive dans le décor, il se met devant le micro que j'ai placé pour lui dans la cellule d'à côté, et il commence à donner la réplique à son pote Dexter. Et son personnage est tout de suite là. Il a travaillé sa voix, il a travaillé ses intonations, il a travaillé son texte, il a travaillé tout. Il est en train de faire du off, du truc pas filmé, pour que son pote puisse jouer. Et il fait tout, déjà, à la perfection. Il vient d'arriver, il descend du taxi. C'est littéralement incroyable. Et c'est un des grands kiffs de ma vie. D'avoir eu cette voix dans les oreilles, là, et l'autre qui lui répondait, qui avait aussi sa voix et son jeu. Et c'était juste dinguissime. J'ai adoré ce moment-là. Et du coup, dernière question. Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait être un bon invité pour un prochain épisode ? Les accessoiristes de plateau. C'est des gens assez étonnants en général. Ils ont toujours 3-4 solutions derrière eux. Tu te dis, mais comment ils ont pu penser à avoir 3 ou 4 exemplaires de ce machin-là ? Le personnage c'est marqué dans le scénario qu'il doit par exemple allumer une cigarette avec une boîte d'allumettes. Et puis au dernier moment, on va dire, non, en fait, ça va être un briquet. Et le gars, il arrive, il a 5 briquets, il dit, tu préfères lequel ? Je sais pas comment il a fait. Et c'est souvent des personnalités assez étonnantes. C'est des gens souvent très exubérants, qui ont pas de filtre, qui balancent des trucs que personne n'ose balancer, avec une bonhomie et un aplomb qui fait qu'ils se font même pas engueuler. C'est terrible. Ils disent des trucs que tout le monde pense, tout va, voilà, et eux ils disent mais bien fort, et tout le monde rigole. Je dis mais waouh. Ça marche. Eh ben merci beaucoup Alexandre. Je t'en prie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.